Salut, c'est Franck Taluto. Pendant quelques jours, une centaine de privilégiés ont pu visiter le centre sportif Robert Herbin à l'Étrin. Une opération éclair proposée par l'AS Saint-Etienne qui a très bien marché, avec un taux de remplissage de 100%. En attendant de savoir si elle sera renouvelée, je vous propose de revenir sur cette expérience avec Laurent Chastelier, responsable du musée des Verts. Dessous de verre numéro 49, ça commence maintenant. Salut Laurent. Salut Franck. Merci de nous accueillir au musée des Verts. Après la visite du musée justement et celle du stade Geoffroy Guichard, vous avez proposé pendant je crois une dizaine de jours mi-juin de pouvoir découvrir le centre sportif Robert Herbin. Ça a été une animation aussi innovante qu'éclair, donc j'imagine que pas mal de personnes n'ont pas eu la possibilité de s'inscrire. Du coup, je t'ai proposé qu'on en parle aujourd'hui pour leur faire partager ça et voilà, leur expliquer ce qu'on pouvait voir et pourquoi vous l'avez fait. Je vais commencer par le commencement. C'était quoi l'idée en lançant cette visite ? Alors en fait, pour refaire un peu l'historique sur cette nouvelle proposition du musée des Verts, depuis plusieurs années, en fait quasiment depuis la création du musée, très souvent on avait des groupes, notamment des scolaires, qui nous demandaient très régulièrement si c'était possible de visiter le centre, notamment parce que beaucoup de jeunes en fait rêvent de devenir footballeurs professionnels, notamment quand ils sont encore à l'école primaire ou au collège. Et donc c'est quelque chose qu'on avait déjà pu faire pour des groupes mais très spécifiques, donc notamment des scolaires, des clubs de foot, notamment des clubs partenaires. Mais c'était un peu de façon privilégiée et très rarement parce que forcément dans une saison courante on a les pros qui sont là quasiment au quotidien ou l'équipe réserve ou d'autres équipes de jeunes du centre, donc c'est compliqué quand il y a de l'activité de venir au milieu et puis il y a déjà les salariés administratifs du club. Donc l'idée c'était d'attendre cette fin de saison qui a été un petit peu plus longue que prévu puisqu'on a fait durer le plaisir en passant par les barrages. Mais quel plaisir! Voilà, on s'en rappellera pendant des dizaines d'années jusqu'à notre mort le plus tard possible, comme disait Thierry Roland. Et donc du coup on a dû attendre début juin pour le lancer, une fois que les pros avaient tout simplement terminé la saison et qu'il y avait le moins de monde possible présent sur le site, même s'il faut savoir quand même que déjà de facto en semaine il y a toujours les salariés administratifs bien sûr, même si certains prennent leurs vacances justement au mois de juin quand il y a moins d'activités avec moins de matchs vu que les pros sont en vacances. Et puis il y a quand même par exemple le service médical qui va être toujours sur place, parfois des joueurs sont encore en rééducation, on a croisé d'ailleurs certains lors de visites. Voilà, donc il faut rester le plus discret possible, mais ça reste quand même un acte privilégié. Je pense que le but du club, que ce soit avant ou suite à son rachat, et ça n'a pas changé, c'est de rester très proche de sa communauté et notamment des supporters. Et l'avantage de proposer des choses comme ça exceptionnelles, parce que tous les supporters d'ailleurs que j'ai eu en visite m'ont tous dit c'est vraiment incroyable que vous proposiez ça parce qu'on ne pensait pas que ça puisse être possible. Justement, on y reviendra sur ce retour des supporters. Juste pour finir sur l'aspect origine du projet. Ouais. Tu as dit que ça faisait un moment que c'était en réflexion. Qu'est-ce qui a fait que ça a abouti en 2024 ? Est-ce qu'il y a eu un élément En fait, l'élément, c'est assez simple. En fait, déjà, ça faisait un petit moment qu'on y pensait, mais c'est vrai que là, en Ligue 2, c'était pas forcément le meilleur moment pour les lancer, surtout si malheureusement, par exemple, alors je pense qu'on l'aurait fait quand même si on avait loupé la montée. Mais là, c'était vraiment l'occasion rêvée. On était sur une belle dynamique. On termine la saison en apothéose avec cette montée incroyable et ce dernier match avec un scénario de fou. Et donc là, finalement, l'idée, c'était de surfer sur tout ce côté positif avec cette remontée. Également le fait que le club venait de changer de propriétaire. Voilà, donc on ouvre un nouveau chapitre. Et c'était l'occasion de rajouter une nouvelle offre au musée et de pouvoir proposer quelque chose d'un peu exceptionnel. Alors effectivement, un peu en one shot parce qu'on a pu le faire que quelques jours très spécifiques. Mais en tout cas, les retombées ont été très positives de la part des visiteurs. J'ai pas connaissance, tu en disais un petit mot juste avant, d'autres clubs qui proposent ce genre de rendez-vous. Est-ce que vous avez regardé un peu ce qui se faisait ? Si, alors d'ailleurs, pour rien te cacher, je pars à Barcelone dans quelques jours et en fait, donc je vais pouvoir discuter avec mon homologue du Barça et j'ai vu d'ailleurs à cette occasion que le Barça proposait une Barça expérience totale avec notamment la visite du musée et du stade et la visite donc du stade Johan Cruyff qui est le stade du terrain d'entraînement avec déplacement en bus entre le Camp Nou et donc le musée et le centre d'entraînement. Donc c'est un package complet. Alors le prix est un petit peu plus cher que chez nous parce que l'expérience globale revient à 99 €.
Voilà, on peut également monter dans le bus du Barça pour 7 euros. Voilà, donc c'est des choses quand même sur nos tarifs. Bon, après, on va pas se comparer pour l'instant au FC Barcelone, qui va dans quelques mois avoir le stade, je crois le stade d'ailleurs le plus grand au monde. Je crois que le rénové, le Camp Nou, va faire 105 000 places. Voilà, donc ça reste un club de dimension mondiale avec une aura incroyable. Mais en tout cas, voilà, ça existe quand même, y compris dans les plus grands clubs. Donc ça montre quand même que c'est des choses qui peuvent être faites. Voilà, l'idée, c'est de le faire surtout en bonne intelligence pour gêner le moins possible et le faire quand il n'y a pas les pros présents par définition. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'activité, notamment dans le bâtiment des pros. Est-ce qu'il y a eu des freins, que ce soit en interne ou en externe, pour monter cette opération ? Non, pas vraiment des freins. Je dirais juste que voilà, les décideurs forcément sont soucieux qu'on le fasse de manière discrète, parce que encore une fois, ça reste un lieu de travail. Donc l'idée, c'est pas de venir et de faire un bazar entre guillemets pas possible ou du bruit et gêner le travail au quotidien des salariés du club. Donc voilà, le fait de le faire surtout en bonne intelligence, c'est ce qui a été fait, je crois. Et après, par exemple, c'est vrai que sur les visites le samedi au mois de juin, il y a quasiment personne présent sur le site, tout simplement parce qu'il n'y a plus de match. Et il y a quasiment personne en fait sur place. Donc c'est vrai que par exemple sur les visites du samedi, on peut pas dire qu'on ait gêné beaucoup de personnes, vu que j'ai juste croisé Pascal Brousmich qui habite au centre avec sa famille et qui fait partie de l'équipe maintenance, mais voilà, c'est tout. Et également, voilà, tout à fait, qui est l'entraîneur effectivement de l'équipe de foot fauteuil. Alors d'ailleurs, ces visites-là ont permis de mettre en avant d'ailleurs l'équipe de foot fauteuil, vu comme le point de rendez-vous était devant la fresque de Robert Herbin, ça permettait de mettre en avant la salle Gabriel Rouchon qui est juste à côté. D'ailleurs, salle qui est en travaux actuellement, vu que la municipalité de l'Étra est en train de refaire l'isolation par l'extérieur. Donc, il y a des travaux très visibles pendant les visites. Un des points sensibles, et c'est pour ça que je suis surpris que tu parles de grands clubs qui font visiter leurs installations, c'est la confidentialité. Parce oui, que c'est tout vrai. Est scruté, espionné. J'ai participé à une des visites, donc je pourrais expliquer ce qu'on peut voir, pas voir, mais je préférais que ce soit toi qui nous dise voilà, comment vous avez abordé ce point, comment vous avez déterminé ce qui pouvait être montré, pas montré, pris en photo, pas pris en photo. En fait, la seule réserve qu'on a eue finalement, c'est plus sur le bâtiment des pros, notamment sur le bureau du coach ou le bureau du staff, voilà, qui sont des lieux quand même un petit peu privés. Donc même s'il n'y a rien d'extraordinaire, comme tu as pu le voir, ça reste un bureau somme toute classique. Pareil pour le bureau du staff. Voilà, ça permet quand même de voir l'envers du décor. Donc c'était ça le petit bémol. Mais sinon, après sur le centre en lui-même, il faut dire qu'il y a quand même certains espaces qui sont visibles de toute façon par les personnes qui viennent à l'entraînement ou celles qui sont déjà venues assister à un match de l'équipe réserve. Donc il n'y a pas non plus une confidentialité monstre. Et puis, comme le club a un service vidéo qui suit de très près les joueurs, même si les gens n'avaient pas vu les lieux par leurs yeux, c'est vrai que le bâtiment des pros, par exemple, il est connu parce qu'on va le voir régulièrement dans l'inside de la SSE. Les terrains d'entraînement, pareil. Sur le chemin de l'entraînement, c'est pareil également. Donc au final, il n'y a pas vraiment de scoop, si ce n'est que ça permet de le voir en vrai, entre guillemets, et non par écran interposé, quoi. Est-ce que c'est un élément qui a guidé votre cheminement dans la construction du parcours de visite ? Oui, alors en fait, l'idée de départ sur le parcours de visite, c'était surtout d'être logique, d'éviter des allers-retours qui peuvent faire perdre du temps. Parce que c'est vrai que quand on a un groupe standard, c'est pas forcément très problématique. Mais on peut avoir des personnes âgées ou à mobilité réduite. Donc là, ça devient pas forcément évident parce que le site est pas forcément toujours adapté aux personnes à mobilité réduite. Donc l'idée, c'était de faire un parcours en une boucle, en fait, entre l'arrivée et le départ, où on n'avait pas à revenir sur nos pas. Donc c'est ce qui a été fait. Et donc c'était surtout ça le principal, si je peux dire. Ouais, c'était la simplicité et d'avoir de la cohérence sur le parcours pour éviter des allers-retours qui n'étaient pas forcément utiles et qui faisaient perdre du temps, quoi. Tu peux nous rappeler tout ce qu'on pouvait voir ? On a parlé du bâtiment des pros, mais c'était le point de départ, même si ça restait l'élément central, celui que les gens voulaient peut-être le plus voir. Mais qu'est-ce qu'on a pu voir ? Donc le point de rendez-vous, comme je le disais, c'était déjà devant l'entrée piétonne du centre, donc devant la fresque dédiée à Robert Herbin, parce que comme je le rappelais en visite, le centre sportif est appelé Centre sportif Robert Herbin depuis 2021. Donc finalement de manière très récente à l'échelle de l'histoire du centre en lui-même, vu que le centre est sorti de terre en 97. Pendant très longtemps, les gens l'ont appelé l'Étra par le nom de la commune ou le centre d'entraînement tout court, mais il n'y avait pas de réelle identification du lieu. Donc suite au décès malheureusement de Robert Herbin il y a 4 ans, pendant la première crise Covid et le premier confinement, donc dès le lendemain de l'annonce de son décès, le club avait décidé de nommer le centre pour la première fois Centre sportif Robert Herbin. Donc l'idée c'était déjà de partir sur un hommage à Robert Herbin, qui est une figure centrale de l'histoire du club. D'autant plus qu'il a passé toute sa retraite à l'Étra, vu qu'il habitait une des villas qui domine le centre d'entraînement et qui venait très régulièrement au centre d'entraînement également quand il
pouvaient encore se déplacer facilement. Voilà, donc c'était un bel hommage à rendre à une grande figure de l'AS Saint-Étienne. Et puis ensuite, donc ça permettait d'entrer par l'accès piéton, de voir donc la cour intérieure avec le bâtiment principal où il y a tous les bureaux administratifs. Alors là, on le voyait que de l'extérieur parce que l'idée, encore une fois, c'était pas de gêner du tout le travail des salariés du club. Et ensuite, donc, on cheminait vers le bâtiment des pros. Ça permettait de mettre en avant également la FMS, qui est également sur le site, donc l'association de formation métier du sport, qui était aussi à l'origine de la création du centre en 96. Donc le bâtiment des pros avec le bureau du coach, le bureau du staff, le vestiaire, la salle de repos, donc les éléments centraux. Et puis après, donc une fois ressorti du bâtiment des pros, la salle vidéo qui est l'ancienne salle de presse. On passait également devant la salle de musculation. Voilà, ça permettrait d'expliquer aussi finalement toutes les différentes briques entre guillemets qui ont été ajoutées au fur et à mesure de l'histoire du centre, parce que tous ces bâtiments-là n'existaient pas forcément à l'inauguration du centre. Le club a beaucoup grandi aussi en plus de 25 ans. Et puis on terminait donc par un petit point devant le potager qu'on a mis en place avec le groupe Casino il y a déjà plus d'1 an pour les actions de sensibilisation à l'environnement auprès des jeunes supporters du Kids Club. Et puis par la tribune Aimé Jacquet, donc qui est le terrain principal, là où joue l'équipe réserve, là où l'équipe féminine également a joué plusieurs matchs, où il y a eu également des matchs de Coupe Gambardella. Beaucoup de personnes ont déjà assisté à des matchs dans cette tribune. Donc en voyant à la fois la partie basse, le rez-de-chaussée, avec toute la partie vestiaire, donc les vestiaires des joueurs, les vestiaires arbitres, et puis la partie haute, qui est plus la partie média que tu connais bien, vu que c'est là où se passent toutes les conférences de presse d'avant-match en temps normal au cours d'une saison. Je m'attarde sur une pièce stratégique qui est le vestiaire des pros dans lequel les participants pouvaient pénétrer. Oui. Est-ce que vous l'avez réaménagé ? Est-ce que ça permettait de faire passer des discours ? Je te taquine, mais voilà, pour tout dire, Irvine Cardona avait laissé, je crois, du gel douche et des vignettes Panini. Est-ce que c'était un petit indice sur son possible retour ? Non, ça je pense pas. Je pense qu'en fait, effectivement, il n'y avait pas eu forcément de changement. Il y a d'autres joueurs d'ailleurs qui avaient laissé des affaires qu'ils utilisaient au quotidien, notamment Dylan Chambost qui depuis a quitté le club. Donc non, je pense pas qu'il faille interpréter de manière particulière. Puis c'est pas du tout mon domaine, donc je me permettrai pas de faire des commentaires sur des choses que je maîtrise absolument pas. Non, je pensais juste que c'était resté en l'état en fin de saison et que du coup, c'est juste resté comme ça. De facto, mais sans signe caché, entre guillemets. Toi, tu as eu quel retour de la part des participants ? Que du positif, hein. J'ai pas eu une seule critique, que ce soit sur le parcours, sur ce qu'on a pu faire voir, sur le contenu, sur le parcours, mais encore une fois, le principal retour que j'ai eu, c'est vraiment la surprise de pouvoir pénétrer dans ces lieux, qui pour beaucoup de supporters sont un peu des lieux secrets ou qui apparaissent secrets ou en tout cas qu'on voit qu'en vidéo. Donc c'était vraiment hyper positif et encore une fois, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce genre d'opération qui garde et qui permet de maintenir et même d'accentuer la proximité que le club peut avoir avec ses supporters et qui fait encore une fois qu'on est un club à part, quoi. Voilà, alors je me suis fait rabrouer entre guillemets il y a quelques semaines, j'avais parlé justement d'un club à part par rapport à ça. Alors j'ai bien conscience, je précise auprès des supporters que c'est également par le palmarès et la riche histoire du club qu'on est avant tout un club à part. Mais je pense que ce type d'opération reste effectivement des choses qui permettent d'accentuer et de maintenir cette proximité avec les supporters et c'est très important dans un club comme la SSE, qui reste un club finalement très familial. Est-ce que pendant la visite, tu as été interrogé sur les projets des nouveaux propriétaires par rapport à ces infrastructures ? Il y a eu quelques remarques, mais c'est vrai que les gens étaient assez discrets. Alors c'était des petits groupes de 20 personnes, donc de toute façon on était en petit comité, mais c'est vrai que des fois les gens sont un peu timides ou n'osent pas poser de questions. Après, de toute façon, moi j'avais pas forcément d'infos là-dessus, parce que encore une fois, les nouveaux actionnaires viennent d'arriver, donc comme ils l'ont eux-mêmes, comme Ivan Gazidis l'a dit lui-même, les évolutions qui vont se faire au club vont être step by step, donc étape par étape. Donc j'imagine bien qu'il y aura des événements, des évolutions dans les mois et les saisons à venir, par définition. Mais pour l'instant, moi, à mon niveau, j'ai pas d'informations. Et puis de toute façon, si les informations sont pas communiquées dans un premier temps publiquement par la direction du club, par définition, c'est pas nous au niveau du musée qui allons en communiquer dessus. Mais en tout cas, oui, j'imagine qu'il y aura des évolutions. Après, finalement, non, il y avait pas trop de questions là-dessus. C'était plus des questions sur quand est-ce ça a été mis en place, mais déjà sur des choses existantes, quoi. D'accord. Voilà, sur du type. Du type, par exemple, quand le club a racheté le centre, parce qu'on n'a pas toujours été propriétaire du centre, on est propriétaire au niveau du club que depuis 2012. Donc, c'est les principales questions, c'est quelles ont été les évolutions depuis le rachat du centre par le club, qu'est-ce qui a été investi, qu'est-ce qui a été refait. Encore une fois, la tribune Aimé Jacquet n'existait pas avant la création, le rachat du centre par le club. Il y a une réfection de tous les terrains, il y a eu tout le système également d'arrosage qui a été refait, il y a eu la création également du bassin de récupération d'eau de pluie,
Ouais, donc tout un tas de choses qui font que, encore une fois, ça reste un équipement qui doit évoluer et sur lesquels il y a de l'investissement nécessaire et des frais d'entretien. Et puis aussi beaucoup de questions sur l'entretien de la pelouse. Ouais, souvent les gens se demandaient est-ce que c'est les mêmes personnes qui entretiennent la pelouse à l'Etra et au stade Geoffroy Guichard, sachant qu'au stade, nous, on est juste locataires, donc c'est les équipes de Saint-Étienne Métropole qui gèrent la pelouse. Et à l'Etra, c'est les équipes de Damien Soulaz, donc c'est deux choses différentes, même s'ils communiquent aussi entre eux. Ouais, donc c'est plus des questions plus techniques, je dirais, que finalement sur les grandes évolutions à venir. L'aspect innovant et éphémère a fait que ça a été un succès, puisque je crois que vous avez été complet à chaque fois. Ouais, on a fait vraiment 100% de remplissage. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres Donc alors c'est peu parce qu'il y avait peu de séances, donc au final on a fait 9 visites du centre, donc c'était très peu, donc on a fait un petit peu plus de 100 personnes, 137 de mémoire exactement. Voilà, donc au final c'est pas ça qui va changer la fréquentation du musée, mais en tout cas c'était avant tout un test aussi pour voir si les gens répondaient à cette nouvelle offre du musée, parce qu'en fait on aurait pu se dire aussi peut-être que ça intéressait pas les gens, qu'il n'y aurait pas vraiment d'appétence pour ce type de produit. Et au final tout le monde a été très satisfait, a répondu très rapidement, alors qu'on a fait très peu de communication en fait. Donc c'était quasiment une communication qui a été lancée la semaine d'avant pour la semaine d'après pour la première visite. Et moi, j'ai même eu des personnes, alors il y avait beaucoup de public local, notamment sur la visite en semaine, mais j'ai eu par exemple une personne qui est venue exprès en train de Paris en TGV pour faire la visite du centre et qui est repartie le soir. Voilà, donc ça montre encore une fois tout l'amour que les supporters peuvent porter au club, où qu'ils soient, que ce soit des Ligériens ou bien des supporters bien plus loin dans la France. Alors je ne sais pas si en interne vous avez déjà fait un bilan chiffré comme tu viens de le faire et humain, mais même si c'est compliqué pendant la saison quand les joueurs sont là à plein temps quasiment, mais est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de répéter sur des périodes par exemple comme la coupure hivernale ou l'été prochain ? Voilà, on doit en reparler avec le club bien sûr, parce que ça doit se faire aussi encore une fois en bonne intelligence avec la direction du club et avec le staff pro et le staff en place. Donc voilà, je pense qu'on va là maintenant le staff va revenir d'ailleurs certains ont déjà repris vu que les équipements sont déjà arrivés. Donc les nouveaux équipements, notamment l'intendance a repris déjà cette semaine. Les pros vont reprendre la semaine prochaine. Donc voilà, on va laisser le démarrage de la saison se faire. Et puis je pense qu'on fera. De toute façon, effectivement, on va pas pouvoir en relancer au mieux avant la trêve hivernale. Donc on va prendre le temps à la rentrée, une fois que la partie mercato sera terminée et le sportif lancé, d'en reparler en interne et de voir effectivement au contenu de ces retours positifs. S'il est possible de continuer sur cette offre qui en tout cas a trouvé son public, et je pense qu'il pourrait très facilement continuer de le trouver si on a l'occasion de le reproposer dans les semaines et les mois qui viennent. Tu évoquais tout à l'heure les possibles conséquences, impacts que cette opération pouvait avoir sur la fréquentation du musée. Ouais. Est-ce que vous aussi vous avez bénéficié du dynamisme qui a... Alors ça aussi c'est hyper important effectivement, parce que beaucoup de personnes, par exemple, quand on avait fait exprès de placer la plupart des visites en début d'après-midi, donc à 14h, ce qui permettait aux gens de faire la visite de l'Etra, donc du centre sportif Robert Herbin à 14h jusqu'à 15h, 15h10, et ensuite d'enchaîner à 15h30 avec la visite du stade par exemple, et terminer par la visite du musée, donc ça leur permettait de faire une après-midi complète. Et c'est d'autant plus important pour nous que du fait des matchs des Jeux Olympiques donc à Geoffroy Guichard d'ici quelques jours, le musée malheureusement va être obligé de fermer totalement du vendredi 19 juillet au jeudi 1er août inclus, et on pourra plus faire de visite de stade à partir de mercredi prochain, mercredi 10 juillet jusqu'à une reprise le jeudi 8 août, donc pendant quasiment un mois on pourra pas proposer de visite de stade. Effectivement, c'était d'autant plus intéressant pour nous de pouvoir rajouter cette nouvelle offre, que ça compensait un petit peu cette période de fermeture imposée, alors que le mois de juillet est traditionnellement notre plus gros mois, vu que les gens sont en vacances, et ceux qui ne viennent pas forcément ici en vacances ou en famille, parfois quand ils descendent dans le sud ou remontent chez eux, en profitent pour faire le petit traditionnel crochet par le stade et la boutique pour visiter le stade ou le musée et récupérer le nouveau maillot. Voilà, donc du coup pour nous c'est pas une bonne nouvelle. Ouais. Tu m'as saboté ma dernière question, parce que j'allais Désolé. Non, pas de souci. J'allais te demander justement quelle était l'actu du musée et l'impact qu'auraient les JO sur vous. Donc tu nous as tout expliqué. Malheureusement, nous on va pas pouvoir profiter de l'impact JO du tout, vu qu'effectivement on a une période de fermeture totale pendant les matchs, et même un peu avant et un peu après, et on peut pas faire de visite de stade pendant quasiment un mois pour raison de sécurité. Donc c'est vrai que c'est pas l'idéal pour nous, mais on espère qu'on va pouvoir se rattraper à partir du 8 août, où on pourra reprendre notre rythme normal. Et on va ouvrir du coup à partir du 8, on va ouvrir en continu tous les jours, donc y compris les dimanches et lundis où d'habitude on est fermé. Les après-midi, on va ouvrir également le 15 août où d'habitude jour férié on est fermé. Donc on va compenser un petit peu cette fermeture imposée en ouvrant plus de jours que prévu sur la période d'août où on pourra ouvrir en continu. Donc ça du jeudi 8 août jusqu'au dimanche 1er septembre. Bon, pour avoir une dernière question,
et faire patienter tout le monde jusqu'à ce mois d'août, puisque moi je sortirai le 12 juillet. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un petit scoop sur les prochains événements au musée, si vous travaillez par exemple sur une nouvelle exposition temporaire? Alors, il y aura une nouvelle exposition temporaire, quoi qu'il arrive cette saison. Le thème n'est pas encore acté définitivement, donc pour l'instant je peux pas en parler tant que c'est pas acté, mais ça, il y aura même un proche du dossier peut... Non, malheureusement. Malheureusement, bien essayé. Mais non, plus sérieusement, oui, c'est pas tout à fait acté, mais encore une fois, là, on va faire le point avec la direction là d'ici quelques semaines, à la fois sur le budget et sur donc les nouvelles animations qu'on va pouvoir proposer cette saison. Donc c'est pas encore tout à fait acté, donc je peux pas encore parler, mais en tout cas il y aura du changement, parce que mine de rien, avec la Ligue 2, forcément il y a des contraintes budgétaires qui étaient supérieures aux contraintes budgétaires qu'on pouvait connaître en Ligue 1. Donc c'est vrai que les 2 dernières années, on a bien mis en avant l'exposition sur le stade, mais là, je veux dire qu'elle a bien vécu, mais elle a fait son temps, donc on va pouvoir passer à un autre thème. Et puis il y aura bien sûr le retour des gros matchs cette saison. Alors non pas qu'il n'y avait pas de gros matchs en Ligue 2, mais disons que les opposants n'avaient pas forcément le même palmarès que ceux qu'on va retrouver en Ligue 1. Donc ça va être le retour des derbies, le retour des matchs contre Marseille, contre le Paris Saint-Germain, contre l'AS Monaco, la réception de nos amis du Racing Club de Lens. On va avoir les journées du patrimoine aussi au mois de septembre, donc c'est toujours un événement fort. En plus, cette année, on a de la chance, c'est que ça tombe pas un week-end de match à domicile, donc on va pouvoir proposer plein de visites de stade ces jours-là. L'année dernière aussi, on avait terminé par un test sur la nuit des musées qu'on faisait pour la première fois, donc ça avait très très bien marché. Donc là, cette année, on va sûrement proposer une version plus longue, parce que l'année dernière, on a terminé à 10h, mais là, je pense qu'on va pouvoir faire durer le plaisir sous un autre format. Ouais, je peux pas trop en dire pour l'instant. Mais voilà, je pense qu'il y aura pas mal de trucs encore très sympas au musée. Puis, il y a quelques jours, donc, on a reçu une conférence dans le cadre du tournoi des 7 collines. Voilà, donc ça aussi, il y a à la fois le domaine culturel qui est très important. Donc, c'est ce type d'événement aussi qu'on est ravis d'accueillir au musée pour mettre en avant l'histoire du club en général, et attirer un public et enrichir les connaissances du public. Ça fait aussi partie des choses qui, encore une fois, maintiennent et accentuent le lien entre les supporters et le club. Bon, je crois qu'on est complet. Mais je pense n'avoir rien oublié. Donc effectivement, je pense avoir été j'espère en tout cas avoir été assez complet, et que tous les auditeurs sont restés jusqu'à la fin. C'est bon, ce sera bon signe. Laurent, merci pour toutes ces infos. Merci à toi. Bon courage pour la réflexion et les projets à venir. On en reparlera peut-être ici même. Voilà, j'espère pour l'inauguration ou un petit peu avant l'inauguration de la future exposition temporaire. À bientôt. À bientôt. Bel été à tous. Merci à Laurent pour sa disponibilité et à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Que vous découvriez ce podcast ou que vous en soyez un habitué, merci de prendre encore 2 minutes pour lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Ça aidera énormément à le faire connaître à d'autres personnes. Faites tourner aussi à vos proches directement et invitez-les à nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram pour discuter. Autrement, vous le savez, vous pouvez m'écrire par mail à dessous-de-verre@gmail.com. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!